Voilà, donc vous vous souvenez, juste le mot avant, Vea Elohim, Amarav, et donc Ravas disait, hein, il emploie un terme de serment. Rava, il emploie souvent cette expression-là, Vea Elohim, hein, ce terme de serment-là. Il y a le Rachash qui ramène différents endroits dans la Gemara, on voit l'emploi de cette expression par Rava. Amarav, il a dit Rav, Afilou Natal, même s'il a pris l'objet, donc même si l'objet qu'il a volé et qu'il a pris avec lui, il est resté dans son intégrité, il est disponible, il n'a pas été abîmé, il n'a pas été utilisé, il n'a pas été cassé, etc. D'après Rav, le voleur, il est dispensé de cette obligation de rendre l'objet, encore une fois, comme on l'a expliqué, parce que au moment où il était en train de réaliser son cambriolage, où il était en train de fracturer le mur de la maison et de mener qu'il était dans cette démarche de vol, etc., il y avait donc ce chiyuv mita, il y avait cette peine de mort qui le concernait, il était en situation de chiyuv mita, il était en situation de sa vie, elle était à la merci de n'importe qui, donc il était potentiellement exécutable. Et puisque la Torah refuse le cumul de peines, donc Mammon et Mita, enfin Mita, la peine de mort, et Mammon, tout ce qui est d'ordre financier, il y avait le Chiyuv Mita qui était exclusif et qui éradiquait totalement cette obligation de payer. Et pour Rav, c'est absolu, puisque même si l'objet, maintenant on est 2 jours plus tard, l'objet il est chez lui, chez le voleur, de toute manière, il était dispensé de le rendre au moment du vol à cause de ce Chiyuv Mita. Donc cette dispense, elle est continue. Et donc c'est ce que Rava venait dire. Rava disait, avec un terme de chevoie de serment, que contrairement à ce que Rava pense, que dans le cas où l'objet est toujours, il est dans son intégrité physique, il faut évidemment le restituer, comme on l'avait vu hier, parce que Rava considère que on n'est pas le voleur, il n'est pas mieux qu'un dépositaire qui se doit de rendre l'objet à son propriétaire. Et donc Rava a rapporté que, d'après Rav, dans ce cas-là, le voleur, il est dispensé, et c'est ce sur quoi Rava tilté, ce que Rava considérait comme n'étant pas logique. Bien, on verra, vous allez voir la suite. Donc, Elohim, Amara va filou natal, même s'il l'a pris, même si l'objet est toujours présent, d'après Rav, le voleur n'est pas rendu de le, enfin n'est pas rendu, n'est pas tenu, je veux dire, de le rendre. Voilà. Deha, et donc comment est-ce qu'il prouve ça? Deha yeshlo damim, parce que dans le cas où yeshlo damim, dans le cas où le voleur il n'est pas passible de mort durant cette effraction. Vous vous souvenez, c'est ce dont on avait déjà parlé. C'est dans le cas où, par exemple, c'est le père qui est en train de cambrioler le fils. Et donc, on considère que le père n'irait pas jusqu'à tuer son fils si le fils s'oppose à ce cambriolage. Et par conséquent, le fils n'a pas le droit de tuer son père pour s'opposer, parce qu'il n'y a pas un risque véritable de menace de mort. Donc, on est dans un cas où yesh lo damim, où le voleur il n'est pas chayav mita, il a oui damim, il a oui du sang. Sa vie, elle est importante, elle est à prendre en considération, elle peut pas être, on ne peut pas attenter à sa vie. Dans un cas où il a volé et qu'il n'était pas chayav mita, vene ensu, et que les objets qu'il a volés ont été abîmés, disparus à cause d'un onès. Un onès, c'est un cas de force majeure. Vous vous souvenez que, en principe, un chômeur, un gardien, mais comme disait Samuel hier, ça dépend de quelle catégorie de gardien, mais là on est de façon, voilà, en principe, de façon générale, un gardien qui assumait donc la garde minimale d'un objet, mais cet objet a disparu à cause d'un honnête, un 14 majeur, qui est donc indépendant de la volonté, qui n'est pas suite à une négligence du gardien, et pour autant, ce voleur, donc quand il a volé, et qu'il n'était pas en situation de Riyuv Mita, et les objets qu'il a volés ont disparu, ont été abîmés à cause d'un honnête, Chayav, il est pour autant tenu, il est Chayav, il est obligé de les rendre. Alma, donc tu vois bien qu'il n'a pas le statut de gardien, il a le statut de Birchute Kaime. Ils étaient dans sa propriété. C'est comme s'il était dans sa propriété, qu'il lui appartenait au titre de voleur, et qu'il est tenu au régime classique de ceux qui ont un objet qu'ils sont comme le voleur qui a pu acquérir au moyen de son vol, etc., et qui est tenu de rendre l'objet coûte que coûte. À Hanami, donc ici aussi, dans le cas de ce type-là, Baba Marteret, Birchouté Kaime, ils sont dans sa propriété, et donc il n'est pas en situation de dépositaire.
et il n'a donc pas besoin de le rendre. C'est-à-dire que la dispense dont il a bénéficié au moment du vol, elle lui est, entre guillemets, efficace, enfin, elle est valable même par la suite. Ce à quoi Rava a objecté, Velohi, Rava dit, c'est pas vrai, tu peux pas prouver de là. Kiokmina Rachmana Birshute, quand la Torah, Kiokmina, quand elle maintient, quand elle établit Rachmana, quand Akadosh Baruch Hu, il donne cette règle-là, que même si l'objet il est victime, si l'objet a été abîmé à cause d'un honest, et donc ça dénote que Kiokmina Rachmana, quand elle a établi la Torah, Birshute dans sa propriété, on considère que c'est dans sa propriété, les Inyan Onassin, c'est au sujet du honest, c'est dans le cas où cet objet il a été abîmé à cause de quelque chose qui, en principe, dispense un gardien de rembourser, et par conséquent, n'ayant pas le statut de gardien, puisqu'il est tenu de rendre cet objet, même si le voleur, même si l'objet a été abîmé par un honest, aval l'inyan mikna, mais au sujet d'acquisition, en termes de propriété véritablement, à qui l'objet appartient, aval l'inyan mikna, birshute des marayou kaime, dans le reshoot des propriétaires de celui qui a été volé, kaime, il se tient, l'objet reste bien entendu dans la propriété de celui qui a été volé et non pas de ce type Ababa Marteret, ce type qui est donc rentré par effraction, il est à considérer comme dépositaire et par conséquent, dans la mesure où l'objet est toujours existant, il se devra de le rendre. Midé de Hava à Shoel, et dit Rava, et ça fait référence à ce que tu disais Samuel, Midé de Hava à Shoel, comme c'est le cas sur le Shoel, comme c'est le cas sur le Shoel, c'est quoi? Le Shoel, c'est une des 4 catégories de gardiens. La Torah, elle fait le distinguo entre 4 catégories de Shomrim. Vous connaissez cette histoire? Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher, Shoel. Alors, selon l'intensité, Shoel, c'est l'emprunteur. Shoel, c'est celui avec lequel on est le plus sévère parce que c'est celui qui profite du bien qu'on lui prête à titre gratuit. Et par conséquent, ça se comprend psychologiquement. Le propriétaire, ok, je te prête, mais je ne veux pas me retrouver dans une galère. Déjà, je te prête, tu utilises, etc. Donc, dans le cas de négligence, ça je t'en parle même pas, tout le monde est chayav de payer, même le gardien bénévole, même le shomer chinam, celui à qui on a demandé allez, rends-moi service, garde-moi ça en attendant, etc. S'il y a acceptation de garder, ça implique un minimum de responsabilité. Ce n'est pas parce que je garde gratuitement quelque chose que je rends service que je peux me permettre d'être négligent. Parce que si je suis négligent, je ne rends pas service. Donc, dans un cas de négligence, et l'objet qu'on m'a confié, il est abîmé, il est perdu ou je ne sais quoi, en tout cas suite à une négligence, je suis tenu de payer. Par contre, si on est déjà dans un stade supplémentaire, ce qu'on appelle, ce que l'Agma va définir par Gneva Vaveda, s'il y a un vol, s'il y a une perte, mais qui n'est pas suite à une négligence, donc le gardien gratuit bénévole, il est patour, parce qu'il était bénévole, donc on est moins regardant vis-à-vis de lui, il a assumé le strict minimum, il n'a pas été négligent. Au-delà, il est déjà exempté. Par contre, si c'est d'un shomer sachar, par exemple, si c'est un gardien qui était rémunéré, le shomer sachar, il y a un niveau d'exigence de surveillance supérieure qui fait que, dans le cas de Gneva Va'aveda, de ce vol ou de cette perte dont il est question, il sera chayav de payer, okay, parce qu'il était rémunéré. Par contre, dans un cas de honnête, en fait, il paye sa responsabilité, quoi. C'est une responsabilité, donc c'est fonction de la responsabilité. Exactement. Le maximum, jusqu'où va le maximum, on va voir. Tu vois que, parce qu'il y a une gradation supplémentaire, c'est par rapport avec le Shoel. Donc celui qui est rémunéré, il bénéficie quand même du tour, il bénéficie quand même de l'exemption, de la dispense de payer si ce qu'il gardait a été victime, a été abîmé. Non, mais a été braqué ou des trucs comme ça, non ? Exactement. Un braquage, c'est un honest. Okay, donc le honest, de façon générale, c'est ce qu'on traduit par un cas de force majeure. Comprenez par là quelque chose qui est véritablement indépendant de sa volonté, qui n'était pas prévisible, et contre quoi il était difficile de réagir. C'était pas... Mais même quand tu prends le cas d'un braquage, il n'y a pas un aspect interprétatif, c'est n'importe quoi. Si tu fais braquer par un... Si tu as un convoi de la brique, c'est que tu te fais braquer par un mec qui a un couteau, tu n'as pas la possibilité en principe de neutraliser quand vous êtes deux, etc. Est-ce que tu prends ça en compte ou pas? C'est à partir du moment où tu es en situation de danger, tu es considéré comme honnête. Oui, non, probablement, en effet, mais c'est qu'en effet, ça. Si les normes de sécurité, par exemple, dans le cadre d'une activité, elles imposent des mesures qui font que normalement, tu n'es pas concerné, tu n'as rien à craindre
de ce genre d'agression et que ces normes de sécurité qui sont propres à ton actif. Tu as activité. flippé, quoi. Tu vois, tu as vu le mec devant toi, tu as vu le mec avec un couteau, tu as flippé, tu t'es dit, je préfère un couteau. Voilà, bon, écoute, après, je sais pas, après, il faudra. Là, c'est quoi quel est l'objet en fait, bon, on va faire les choses plus simples, on va être un peu scolaire, c'est-à-dire que dans la mesure où j'ai assumé ce que j'étais tenu d'assumer, voilà, on va pas m'en vouloir de ne pas m'être baladé avec une calache dès que je sortais le chien de mon voisin qui me l'a truqué. Ouais, je sais bien, ça dépend des quartiers. Mais, et donc le honnête, donc je reviens aux différents chiyuvim, aux différentes responsabilités, et qui ne sont donc pas les mêmes selon le statut de gardien qu'on a. Dans le cas où ce qui a détruit l'objet dont j'étais le dépositaire, le gardien, c'est un honnête, c'est quelque chose vraiment, c'est pas de ma faute, donc j'en suis pas tour. Mais le shoel, il fait alors shomer sachar, le gardien rémunéré, ou bien le socher, c'est celui qui loue. Ils ont le même statut, d'accord? Je te loue ta voiture, je paye pour ta voiture, ou je suis payé pour garder ton objet. Donc quand je suis payé pour garder ton objet, je ne l'utilise pas. Je suis payé, mais je ne l'utilise pas. Si je loue ton objet, je te paye. En contrepartie, je l'utilise. Donc, dans ces deux cas-là, dans ces deux catégories, je suis dispensé de rembourser si c'est un honnête qui a abîmé l'objet. Par contre, lorsque je suis shoel, lorsque je suis emprunteur à titre gratuit, donc là, l'avantage, il est en totalité pour moi. Je profite gratuitement de ce que tu me prêtes et j'utilise, etc. Donc, dans ce cas-là, même s'il y a un honnête, je suis chayav de payer. Même si c'est un honnête qui a causé que l'animal que je gardais ou l'objet, etc., a été abîmé, a disparu, je suis chayav de payer. La seule exemption, sachez-le, dont bénéficie le shoel, le seul ptour dont bénéficie le shoel, qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Vous avez une idée? Shoel, c'est quoi? Shoel, c'est je te demande de me prêter ton truc pour l'utiliser. C'est une mort naturelle. Comment? Il y a une mort naturelle. S'il y a une mort naturelle. Oui, un peu plus précis, c'est une mort, c'est vrai. Alors, c'est ce que la Gemara définit en disant Meta Mahmat Melacha. Elle est morte à cause du travail pour lequel elle a été employée. En parlant d'une bête, par exemple. Si on parle d'un animal, ça peut faire la même chose pour une voiture. Que l'animal est mort, voilà, tu veux dire de façon naturelle, tu as raison, mais dans le cadre de ce pourquoi elle a été prêtée. On ne peut pas me reprocher. Elle a été employée, ouais. Comment? Oui, c'est ça. Elle a été empruntée pour labourer et que en labourant, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que voilà, on peut pas. Le propriétaire ne pourra pas me revendiquer rembourse-moi ma vache truc, mais c'est pour ça que tu me l'as prêté. C'est-à-dire que je l'ai utilisé dans les conditions classiques normales qui, en principe, sont celles dans lesquelles elle est justement utilisée. Et l'accord, il portait précisément dans ce contexte-là. Donc, le seul cas de ptour, le seul cas de dispense du shoel, de celui qui emprunte à titre gratuit, c'est quand l'objet, l'animal qui est emprunté, il meurt, mahmat melacha, dans le cadre de l'usage normal, dans des conditions normales. Et donc là, voilà, c'est le seul cas de ptour. En tout cas, revenons à notre histoire. Donc, ce que Ravaï dit, Ravaï vient dire, ne viens pas faire ta déduction, Rav, que dans le cas où le type, il n'était pas chayav mita, et donc l'objet, il sera tenu de le rembourser, même s'il a été victime d'un honnête. Et donc, Rav, il voulait déduire de là, tu vois bien qu'on n'est pas dans le cadre d'un gardien, d'un dépositaire, parce que le honnête, en général, le gardien, il en est dispensé. Ce à quoi Rava disait, non, ce chiyuv, cette obligation que la Torah fait peser sur ce voleur-là qui n'était pas en condition de chiyuv mita quand il volait, parce que, par exemple, c'était le père qui volait son fils, enfin, etc., eh bien, il est tenu de rembourser l'objet, même s'il a été, cet objet-là a été victime d'un honnête, comme c'est le cas du shoel, comme c'est le cas du gardien, qui est le gardien de l'emprunteur à titre gratuit, mais en aucun cas, ça ne signifie que en aucun cas, ça ne signifie que l'objet est passé dans la propriété de ce voleur. Point. On continue.
Maintenant, regardez, l'Agmara va objecter encore sur l'opinion de Rav. Comment? Tnan, on a enseigné donc dans la Mishnah. Baba Marteret, celui qui, donc, dans cette effraction, il est en train de casser le mur de la maison, il est en train voilà, il rentre par effraction dans la maison de celui qui veut voler. Veshiber et Tachavit, et il a cassé la cruche, donc dans le cadre, voilà, il est dans le feu de l'action de son cambriolage, il casse du matériel. Yesh lo damim, si il a damim, donc vous vous souvenez, hein, je répète encore une fois, mais vous l'avez compris, l'expression yesh lo damim, il a du sang, il a une vie, il n'est pas chayav mita, okay? Parce qu'encore une fois, on est dans une situation où on estime de façon claire que le voleur n'en viendrait pas jusqu'à tuer le volé si le volé s'opposait, et par conséquent, le volé, enfin le propriétaire, le Baal Habayit, n'a pas le droit de prendre les devants et de tuer le voleur, puisqu'on est dans une situation où il n'y a pas cette... ouais. Yesh lo damim, ça veut dire en fait qu'il y a un lien de parenté entre eux. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas le père qui... Non, 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 non. Non, non, Yesh, non, non. On n'a pas dit qu'ils ont le même sang. On n'a pas dit qu'ils ont le même sang. On n'a pas dit ils ont... Non, non, Yesh lo damim... Quoi? C'est pas un lien de parenté entre eux? Non, non, non. Et que l'un ne tuera pas l'autre? En fait, tu sais quoi? Peut-être qu'après coup, tu as raison. Ça peut être que après qu'on donne comme référence, je suis en train de me demander, peut-être que tu as raison finalement, parce que après, le sens premier, c'est sûr que non. Mais après qu'on vienne expliquer que le yesh lo damim, il n'est pas chayav mita, il a du sang, et que l'exemple que l'on trouve, c'est précisément le cas de référence, le cas du père qui va voler son fils, donc où il s'avère que à cause de ce lien de parenté qui est très très fort, ça exclut, semble-t-il, tout risque d'en venir ce truc. Mais tu vois bien que l'Agmara, enfin, on verra dans la suite de l'Agmara, il y a des cas où qui peuvent faire exception. On verra ça dans la suite de l'Agmara. C'est-à-dire que le lien de parenté, il n'est pas garanti d'une non-agression totale du voleur vis-à-vis du volé, etc. Et à l'inverse, il y a aussi des cas où, sans lien de parenté, s'il y a une certitude absolue que le voleur n'en viendrait pas jusqu'à prendre la vie du volé, eh bien, le Baal Habayit n'a pas le droit non plus d'user de cette légitime défense préventive. D'accord? C'est pas... Alors, donc la Gemara objecte sur Rav de la façon suivante. Donc, on a dit dans la Mishnah, Baba Merteret, celui qui va dans la Marteret, Veshiberet Echavit, et dans le feu d'action, il casse des cruches, il casse des objets. Yesh lo damim, dans le cas où il a damim, où il n'est pas chayav mita, d'accord, parce qu'on considère qu'il ne va pas le tuer. Chayav, il est chayav de quoi chayav? Chayav de payer l'objet qu'il a cassé, pour la raison qu'on a dit et répété que là, il n'y a pas de cumul de peine, puisqu'il n'était pas chayav mita dans cette démarche. Donc, ça n'exclut pas son obligation d'ordre pécuniaire. En lo damim, mais si il est chayav mita, si c'est un voleur, un inconnu qui, a priori, il est prêt à aller jusqu'à tuer le Baal Habayit, donc ce voleur-là, il est en situation de chiyuv mita, patour, là, il est patour de payer l'objet qu'il a cassé. Donc, déduit la Gemara de cette formulation de la Mishnah. Ta'ama, la raison pour laquelle il est patour de payer des shibers, c'est parce qu'il a cassé des chien lodamim, que lorsqu'il est chayav mita, patour, c'est là où il est patour, c'est là où la Mishnah dit qu'elle est patour. Ah, mais j'en déduis que Natal, s'il n'a pas cassé l'objet, mais qu'il a pris l'objet et que l'objet il est dans son intégrité physique, l'eau, d'accord? Non, il est dans ce cas-là, il ne sera pas patour. Donc c'est une objection sur Rav. Tu vois bien, Rav, que si l'objet, ce dont a parlé la Mishnah, le ptour, la dispense du voleur de rendre ce qu'il a cassé, ça n'est explicitement dit que lorsque l'objet il a été détruit, donc il n'est plus physiquement présent. Mais s'il est physiquement présent, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas tenu de le rendre. Répond la Gemara, donc c'est pour aller dans le sens de Rab. Ouadin de afigunatal nami. Non, 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 c'est la même chose, c'est le même din, que même s'il a pris l'objet, que l'objet il est dans toute son intégrité, il n'a pas été abîmé. Nami aussi, il est dispensé de le rendre. Veha de katane shavar et techavit. Et la raison pour laquelle la Mishnah, elle a parlé du cas, elle a enseigné shavar et techavit, il a cassé la cruche, kamashmalan, ça vient nous apprendre des chiyesh lodamim, que dans un cas
où il est par Hayav Mita, le voleur, à Falgav des Shiber, bien qu'il ait cassé, Nami Hayav, il est aussi tenu de payer. Ça vient nous apprendre, non pas pour celui qui est en situation de Chiyuv Mita, mais ça vient nous apprendre pour celui qui n'est justement pas en situation de Chiyuv Mita. Donc, que même si c'est dans la dynamique, dans le feu d'action qu'il a cassé, il est quand même Hayav de payer et de rembourser ce qu'il a cassé. Alors, c'est un peu étonnant comme si c'est ça ce que la Mishnah vient nous apprendre, c'est un peu étonnant parce que pourquoi aurions-nous envisagé qu'il soit dispensé de réparer les dégâts qu'il a causés comme n'importe quel type qui cause des dégâts qui est tenu de rembourser? C'est ce sur quoi la Gemara s'étonne. La Gemara dit Pshita, c'est évident qu'il doit payer dans ce cas-là. Mazikou, c'est un mazik, il a causé un dégât. Mazik, c'est le terme générique, d'accord? Quand on parle d'un homme qui cause un dégât, Adam a mazik. Voilà, c'est-à-dire que l'homme, il a ce statut. Non, pourquoi pas que ça, les animaux aussi, évidemment. Oui, c'est le même terme. Voilà, Arba, Avot, Nezikin, d'accord, après il y a un Mishnah de Avot, etc. Là, on parle de. Mais là-bas, il y a aussi des questions. D'accord, d'après Marloquet dans la Gemara, est-ce que c'est d'après Rav Shmuel, à quoi ça fait référence est-ce qu'il y a un truc qui fait référence à l'homme ou pas, etc. Mais le Adam Amazik, il existe en soi, d'après tout le monde. Donc, un homme qui cause un dégât, et c'est ce qu'il y a de plus simple, il est tenu de rembourser son dégât, de réparer les pots cassés. Donc, évidemment qu'il doit payer. Ne me dis pas que la Mishnah elle est venue me formuler le cas de Shavar et Techavit, il a cassé la cruche pour me parler de celui qui n'était pas en situation de Riyuv Mita et que s'il a cassé durant son cambriolage, eh ben lui aussi devra payer. Évidemment qu'il doit payer. Il est mazik ou c'est un mazik. Ah, Kamashmalan, ça vient t'apprendre. Des afilou chez l'Obechavana. Non, ça vient t'apprendre qu'il doit payer même s'il a cassé chez l'Obechavana sans avoir eu l'intention de causer ce dégât. Ce à quoi l'Agmara à nouveau objecte, Maïka Mashmalan, ça vient nous apprendre quoi? Même s'il y a une absence de kavana, de volonté d'avoir causé un dégât, Adam Mu'ad Leolam. Retenez bien cette expression-là, elle est déterminante, elle est importante. Adam Mu'ad Leolam. Un homme, il est toujours responsable. Un homme est considéré comme étant toujours averti et il ne peut pas, et c'est ce que l'Agmara va rapporter immédiatement avec la Mishnah qui rapporte ici. Donc l'Agmara dit, mais Adam Mu'ad Leolam, un homme il est toujours responsable. C'est pas parce qu'il n'a pas eu l'intention qu'il est dispensé pour autant. Ah, je l'ai pas fait exprès. Tu n'avais qu'à faire gaffe. Tanina, on a enseigné dans une Mishnah, Adam Mu'ad Leolam, un homme il est toujours Mu'ad, un homme est toujours responsable. Ben Beshogeg, Ben Bemezid, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, en connaissance de cause ou de façon pas, c'était pas sciemment ou c'était oui sciemment, c'était Beshogeg ou Bemezid, en connaissance de cause ou en méconnaissance de cause, enfin le contraire. Ben Beones, Ben Beratson, que le dégât qu'il a causé, il l'ait causé Beones, voilà, dans une situation où il était anous, voilà, où apparemment c'est pas véritablement de son fait, de sa responsabilité. Juste sachez-le, je vous une parenthèse, mais que je referme immédiatement, la Gemara dans Bava Kama, il y a Tosfot là-bas, d'autres Rishonim qui rapportent qu'il y a des distinctions à faire au niveau du honès. D'après Tosfot et d'autres, si le honès il est vraiment honès, alors le Adam Amazik, l'homme qui a causé le dégât, il peut être dispensé de ce chiyuv, de cette obligation, si vraiment on est dans un honès qui est assez extrême. C'est une marque locat Rishonim, je referme tout de suite. Donc, le principe est que l'homme, il est toujours moide, il est toujours responsable. Donc, Beshogeg, Bemezid, Ben Beones, Ben Beratson, que ce soit Beones ou Beratson, ou que ce soit volontairement, avec la volonté. D'accord? Kashia, donc c'est caché. Donc, tu vois que c'est problématique. Donc, l'objection que l'on porte contre Rav en faisant cette déduction de la formulation de la Mishnah, où on dit c'est dans le cas où il a cassé la cruche, qu'il est dispensé, enfin dans le cas où il était Chayav Mita, sous-entendu, si elle n'est pas cassée, il doit la rendre. Donc cette déduction qu'on a fait et qu'on a essayé d'expliquer comme ça, de trafiquer en disant non, mais c'est pour ça, tout a été refusé. Donc Kashia, c'est une objection sur Rav, sur sa façon de voir. Et juste là, je vous dis oralement ce que dit Rashi, parce que c'est intéressant. Ce terme de Kashia, regardez, le Rashi là, prenez Rashi au milieu des grandes lignes, là, un peu plus haut au milieu. Kashia, regardez, retenez ça, c'est aussi un principe, c'est aussi une notion à connaître. Kashia, Rashi dit, Kashia matnitin et tirutsa alibadera, donc elle est cachée, c'est problématique
notre Mishnah de la résoudre, c'est-à-dire de lui donner une grille de lecture d'après Rav, puisque la déduction qu'on en a faite va à l'encontre du din de Rav. Okay, d'après Rav, même si l'objet est présent, on n'est pas tenu de le rendre. Et la déduction que l'on a faite de la formulation de la Mishnah, c'était que lorsque l'objet est cassé, on n'est pas tour. Mais sous-entendu, s'il n'est pas cassé, on doit le rendre. Ou comme de toute manière, tioufta loave, ça n'est pas une tioufta, donc ce n'est pas une objection. Quelle différence entre kashia et tioufta? Kashia, c'est une forme d'objection, et tioufta, c'est aussi une objection. D'accord, tioufta, métive, d'accord, tioufta, c'est. Vous vous rappelez qu'en hébreu et en araméen, le shin et le tav, ils sont interchangeables. Quand on objecte une tchouva, une réponse, on est méchive, on répond. Dans la Gemara, c'est métive, d'accord? Tioufta, c'est. Donc, Rachid dit, mais de toute manière, ce n'est pas une tioufta. Tioufta loave, des laves behedia katane, parce que ça n'a pas été enseigné explicitement. La déduction que l'on fait de la Mishnah au détriment de Rav, ce n'est pas quelque chose qui a été enseigné explicitement. On n'a pas dit explicitement Natal Chayav, que s'il a pris l'objet et que l'objet est toujours là, il est Chayav de le rendre. Veika leshinouye bedochaka, donc on pourrait répondre de façon un peu tirée par les cheveux. Kedeshanin des mishum recha nakat, parce qu'on pourrait toujours maintenir la première réponse qu'on avait rapportée pour que Rav puisse s'en tirer, en disant que on a enseigné la Recha le début, Shavar, il a cassé Vainu de Ika, voilà, bon truc. Et Rachidi, c'est ça ce que je vais vous montrer. Vainu de Ika ben Kushia les Tiyufta. Et c'est ça la différence entre le terme Kushia et Tiyufta. Entre le terme Kushia qui exprime il y a un problème, c'est une objection, et Tiyufta qui exprime aussi qu'il y a un problème. La différence, c'est que Tiyufta, c'est une objection, c'est la conclusion d'un problème sur lequel il n'y a pas de réponse à apporter. Donc, c'est échec et mat. Tioufta. Kashia, c'est une objection, c'est présenté, donc il y a une difficulté par rapport à ton opinion, mais ça ne laisse pas une voie sans issue absolue. Il y a des moyens de répondre, même s'il faut un peu jouer des coudes. Il y a, comme ça, il y a un Sefer HaKlalim, il y a des différents, il y a des livres ça, qui ont été écrits par sur des principes d'expression dans la Gemara, etc. Et il y en a qui ramènent, c'est le Ritva qui ramène, je crois, au nom des Chachmé Provence, que je ne sais plus qui, voilà, il s'était employé à résoudre tous les kashias du chasse. D'accord, à chaque fois qu'il y a dans le chasse kashia, voilà, tu peux trouver, répondre comme ça. Bon, en tout cas, l'idée, vous la comprenez, le caractère absolu de Tioufta, échec et mat. Et Kashia, c'est problématique, mais on pourrait s'en tirer. Venez, on continue. La Gemara. Bon, c'est une suga qui est un petit peu truc, hein. C'est pas super intéressant, mais allez, on l'a fait et on va déboucher sur des choses un peu plus intéressantes par la suite. Métiv Ravibi Barabaye. Métiv, ce que je viens de vous dire. Métiv, il objecte. Rav Bibi Barabaye. Il y a Rav Bibi Barabaye qui objecte. Hagonef Kis Beshabbat. Là, ça va être une objection sur Rava maintenant. Hagonef Kis Beshabbat. Celui qui vole, qui c'est un porte-monnaie, on va dire, Beshabbat. Chayav, il est Chayav. Alors, je resitue le débat avant de commencer là encore. Shabbat, on est Chayav Mita si on transgresse Shabbat. Okay, donc, imaginez la situation de celui qui fait un vol Shabbat. Maintenant, dans la mesure où ce vol, il est simultané avec la transgression de Shabbat, par exemple, il va acquérir, entre guillemets, l'objet de son vol en le sortant de la propriété de celui duquel il vole. Donc, de façon concomitante, simultanée, il transgresse la melacha de Shabbat, la otsa'a, d'accord, le fait de déplacer un objet d'un reshut à yachid, d'un reshut à rabim, d'accord, avec toutes les conditions nécessaires, hein, akira, on déracine, enfin, on soulève d'un domaine, il y a un transfert de domaine, et il y a anacha, c'est posé donc dans l'autre domaine, ça c'est les trois phases pour qu'on transgresse la melacha, l'interdiction de faire sortir un objet, de déplacer un objet d'un reshut à un autre. Non, alors s'il y a un hirouv, on n'a pas transgressé la melacha d'otsa. On parle dans un cas où voilà. Et donc on peut se trouver dans une situation où simultanément le type il va transgresser l'interdiction de voler
et une interdiction de Melacha de Shabbat, transgresser une Melacha de Shabbat, qui en théorie le rend Chayav Mita. Donc, là encore, le principe qu'on a évoqué précédemment, quand il y a simultanéité des deux, puisque la Torah refuse le cumul de peines, on pourrait être patour du vol, parce qu'il y a le chiyuv mita, il y a la peine capitale qui prend le dessus. Alors, c'est de ça dont on va parler, c'est ce que Rabbi Barabaï va rapporter pour objecter sur Rava. Alors, revenons au cas. Agonev kis beshabbat, celui qui vole un objet, qui c'est une poche, un porte-monnaie beshabbat, Shabbat, chayav, il est chayav de rendre l'objet volé, chez Aré, parce que Nitrayev Bigneva, il s'est rendu chayav du vol, Kodem Sheyavo l'idée Issour Shabbat, avant qu'il en vienne à l'interdiction du Shabbat, en l'occurrence de sortir de l'endroit duquel, voilà, de sortir de l'endroit duquel il a volé. Donc un cas classique, il y a un voleur qui vole dans une propriété, d'abord il vole, et ce n'est qu'en sortant de cette propriété qu'il transgressera Shabbat. Donc il est tenu, il est chayav même de l'obligation qui est d'ordre financier. Haya megarer veyotse, si par contre, alors Rashi, je vous dis oralement l'histoire, Haya megarer, si... Il veut dire que le vol, Mechila, ouais. ce qui veut dire que le vol s'entend à partir du moment où on porte la main juste sur quelque chose qui ne nous appartient pas. Alors voilà, alors en fait, c'est vrai que techniquement, l'utilisation, ça peut être synonyme de vol, où là, on peut parler simplement du cas où il a réalisé un acte qui exprime le vol, il a soulevé l'objet dans l'optique, dans la volonté claire de se l'approprier. Ok. Par contre, c'est ce qu'on va voir juste après, là, tu vas voir, ça va être un peu la nuance de ce deuxième cas, et c'est ce que la Gemara dit immédiatement. On verra dans Rachid dans les mots. Tu vois, c'est encore plus simple, c'est encore plus mieux expliqué. Haya megarer, megarer, c'est y traîner. C'est-à-dire que s'il traînait l'objet du Reshut HaYachid vers le Reshut HaRabim, et donc là justement, Mickaël, il n'a pas soulevé l'objet, et donc durant le temps où il traîne cet objet à même le sol, ou presque à même le sol, on considère qu'il ne l'a pas encore acquis, on est en déficit de maasé, d'actes qui matérialisent le vol. On va revenir là-dessus. Veyotse, et il sort petit à petit. Patour, là, il sera patour de payer ce qu'il a volé chez Aré, parce que Issour Gneva, ve Issour Skila, le Issour, l'interdiction de vol, ve Issour Skila, et l'interdiction de transgresser le Shabbat, qui débouche sur la peine capitale de Skila, la peine capitale. Ba'in Ke'echad, ils viennent en un, ils viennent ensemble, ils sont simultanés. Ok. Alors, on va voir dans Rashi précisément quel est le cas, mais l'Agmara ici. Il le traîne pour faire un sillon. Il fait un sillon. Non, on n'est pas dans le cas de Améguer qui sait, ça, le truc là de Shabbat où il fait un sillon. Non, on n'est pas dans ce cas-là, d'Avar Shalom Kaven. Là, on est vraiment dans un problème de Otsa, la Melacha de faire sortir d'un Reshut à un autre. Et on est dans un cas de figure assez particulier, c'est ce que Rashi va expliquer, parce que dans la Gemara, c'est peut-être pas super explicite, où le kinyan, l'acquisition au titre de vol, elle est simultanée au moment où il sort de la propriété de celui à qui il a volé vers le Reshut HaRabim, et donc c'est simultané au moment où la Melacha de Otsa est réalisée. Alors avant de voir dans les détails c'est quoi le cas précis, ce que l'Agmara objecte de cette histoire-là, ça va contre Rava dans le sens où apparemment on ne fait pas la différence. On dit il n'est pas tour de rendre quand il y a simultanéité du vol, l'obligation financière, et de Shabbat, donc le Chiyuv Mita, sans avoir donné plus de précision, l'objet, il a été abîmé ou pas abîmé, il est toujours là, toujours pas là. Pas tour, il n'est pas tour. Donc ça, apparemment, ça va à l'encontre de Rava, qui lui voulait dire, dans la mesure où l'objet, il est existant, il est physiquement présent, évidemment qu'il faut le rendre. Là, on ramène un truc où apparemment, on n'a pas dit qu'il fallait le rendre, on a dit qu'il n'était pas tour, et ce tour, il semble être absolu. Venez, voyez dans Rashi, et je vous laisse tranquille, pour être un peu plus précis sur de quoi il s'agit. Dans Rashi, voilà.
Alors, Aya Megarer Viyotse. C'est la deuxième moitié de Rachid là en bas. Aya Megarer Viyotse. S'il traînait et il sortait, donc l'objet qu'il est en train de voler, chez Loïc Bio, Velo Kenao, il ne l'a pas soulevé, il n'a pas fait de Agba. Vous savez que la Agba, le fait de soulever, est un des moyens de Kinyan, donc un des moyens où on va marquer le côté effectif du vol. Velo Kenao, il ne l'a pas acquis, il ne l'a pas acquis d'une façon quelconque, entre guillemets, pour le considérer à ce moment-là comme étant un voleur. Betor Habaït, donc à l'intérieur de la maison, il ne l'a ni soulevé, ni ne l'a acquis. Aval, mais Keshiyotse Reshut Arabim, lorsqu'il est sorti, en sortant dans le Reshut Arabim, donc à l'extérieur, Kenao, il a acquis Beshinouy Reshut, par ce changement de domaine de propriété, chez Otio Mirshuta Bealim, puisqu'il a sorti de la propriété du propriétaire. Vetiref Yado Lemata Mishlosha. Et donc, il s'agit du cas où il a mis sa main au-dessous à une hauteur inférieure à 3 tfachim du sol. Vekibla Beyado. Et il l'a donc reçu dans sa main, il avait dans sa main cet objet. Je traduis, je vais expliquer. Deyado Chashuvalo Ke'arba'a al-arba'a, parce que sa main est considérée comme un support de 4 sur 4. C'est quoi ces histoires? Si vous avez fait Shabbat pour Medapun dans Shabbat, c'est qu'en réalité, à moins de 3 tfachim de hauteur, on est par attraction considéré comme étant encore au niveau du sol. Donc, il n'y a pas eu. Quoi, comment ça s'appelle? L'avoud, tu parles de l'avoud, toi. Les 3 hommes, c'est l'avoud en général. Et donc, comme il est toujours au niveau du sol, on considère qu'il n'y a pas de Agba, ça n'a pas été soulevé pour que le Kinyan il ait eu lieu au moment où il était encore dans la maison, où le vol est précédé la Melacha de Shabbat. Mais lorsqu'il change de Reshut et qu'on est déjà dans un autre Reshut, on est dans le Reshut Arabi, mais plus dans le Reshut du propriétaire, il faut, pour que la Melacha de Shabbat elle soit réalisée, qu'il y ait cette fameuse anacha. Je vous ai dit qu'il y a des étapes indispensables pour transgresser la melacha de Otsa'a, de faire sortir ce qu'on traduit de façon erronée en français porter. Ce n'est pas porter qui pose problème. Ce qui pose problème dans la melacha de Otsa'a, c'est de déplacer un objet d'un domaine à un autre. Or, il faut qu'il y ait une akira, donc akira littéralement déraciné, qu'on soulève un objet du domaine où il était, le support sur lequel il était, et qu'il y ait un transfert de domaine, un changement de domaine, et qu'il y ait une anacha, qu'il y ait une pause. Il y a une dépose, il y a une pause. Or, là, on ne peut poser que lorsqu'on est sur ce qui peut faire office de support, et ne peut faire office de support que ce qui a des dimensions de 4 sur 4 tfachim. C'est pour ça, je vous ai déjà entendu parler, j'imagine, il y a ce qu'on appelle Mekom Ptour. Vous sortez dans la rue, vous apercevez que vous avez un mouchoir dans votre poche. Alors, si on peut trouver une espèce de petit plot comme ça, qui fait au moins 3 tfachim de haut et qui a moins de 4 sur 4, on va le poser dessus. C'est un Makom Ptour. C'est un endroit de Ptour parce qu'il n'a pas un statut de support pour considérer qu'on ait fait justement cette anacha qu'on ait déposée. Or, la main, et c'est la souga dans Shabbat, là-bas, je ne sais plus, He, Vav, je ne sais plus, d'accord, la main de l'homme, elle est considérée comme si elle avait 4 sur 4, parce que la main, par essence, elle sert à tenir, à soutenir, à porter, etc. Donc, c'est ce que dit Rachid, je finis, je reste tout de suite. Sa main, elle est considérée comme 4 sur 4, Ve'are, ou l'eau, donc c'est comme si c'était sa cour, sa main, c'est comme si c'était son propre domaine. Ve'a falpichen kan agba, et bien qu'il n'y a pas de agba, ça n'a pas été soulevé. Et comme ça, on établit dans le Ktubot. C'est pour ça qu'on est dans une situation, explique Rachid, où simultanément, on peut avoir le vol et le Shabbat, et par conséquent, il ne sera pas tour de rembourser le niveau pécuniaire. Et donc, c'est donc là l'objection qui est rapportée sur Rava.